Vous ne savez pas comment choisir votre alimentation? Je vais répondre à votre question. Je m'appelle Valérie, bienvenue sur Master Tech Co. Et aujourd'hui, on va voir comment choisir son alimentation. Avant de commencer, je vous précise quand même que vous pouvez prendre un bon gros café ou un bon gros thé, parce que là, on va vraiment passer du temps ensemble. Je vous invite à regarder toutes mes autres vidéos, du boîtier au ventilateur, pour une simple raison. Si vous n'avez pas encore choisi vos composants, il va être très dur de choisir une alimentation en conséquence. L'alimentation sera aussi le dernier composant que vous devrez choisir dans votre tour d'ordinateur. En effet, si vous achetez une alimentation et qu'elle n'est pas assez puissante, bon bah vous allez avoir des problèmes quoi. Donc on va voir ça après. Mais de préférence, regardez mes autres vidéos avant. N'hésitez pas non plus à aller dans la description, vous trouverez des liens utiles, des sources, mais aussi des alimentations que je recommande. À quoi sert une alimentation? Eh bien, à alimenter. Allez, salut, moi j'y vais. Non, bon, blague à part. Pour comprendre, on va devoir faire un petit cours d'électricité. En France, une prise secteur délivre en tension 230 volts. Seulement, votre ordinateur, lui, tourne sous 12 volts. Si vous faites passer 230 volts dans votre PC, il explose tout de suite. Ou du moins, vous cramez vos composants. L'alimentation sert donc à transformer le courant alternatif de 230 volts en courant continu de 12 volts, 5 volts et 3 volts 3. Je ne vais pas m'étendre sur le 5 volts et le 3 volts 3, le but étant ici de vous dire comment ça fonctionne de manière simple. Seulement, pour transformer du courant alternatif de 230 volts en courant continu de 12 volts, il y a une contrepartie. Et la contrepartie, c'est une perte de puissance sous forme d'énergie. L'énergie en question, bah, c'est la chaleur. Et c'est pour cette raison qu'une alimentation possède un ventilateur, pour ne pas cramer, même si certains modèles ne possèdent pas de ventilateur. Mais bon, pour comprendre un peu plus en détail, on va voir le rendement. Bon, ici on rentre dans le vif du sujet. C'est un gros morceau et j'ai galéré pour démêler le vrai du faux. On va voir que certains clichés vont avoir la vie dure. Vous trouverez toutes les sources dans la description. Pour rappel, le watt est une unité de mesure de puissance, mais aussi de consommation énergétique. Bon, les watts dans le cadre d'une alimentation, c'est plus une valeur nominative. Par exemple, une alimentation de 1000 watts délivre bien 1000 watts de puissance, mais ne consomme pas réellement 1000 watts. En réalité, elle consomme plus, voire beaucoup plus, même selon le rendement. Mais ça, on va le voir juste après. Il faut savoir aussi qu'une alimentation de 1000 watts ne consomme pas 1000 watts en permanence. Elle s'adapte à la puissance que demandent vos composants. Si vos composants demandent, disons, 750 watts, alors l'alimentation ne consommera que 750 watts, plus, encore une fois, son rendement. Bon, on va taper dans un premier cliché, qui nous explique que le rendement d'une alimentation, c'est sa puissance moins le pourcentage de perte. Ce qui nous donne un calcul comme ça. Une alimentation de 1000 watts avec 90% de rendement nous donnera donc 1000 watts moins 10% de perte, égale 900 watts réels. Donc une alimentation de 1000 watts restitue 900 watts réels. Eh ben c'est faux. Ça pourrait être vrai d'ailleurs si la valeur annoncée c'était PA. Malheureusement, la valeur annoncée ici c'est PU. C'est quoi PA? C'est quoi PU? On va voir ça tout de suite. PA, c'est la puissance absorbée. Donc PA, ou la puissance absorbée, c'est la puissance que va prendre votre alimentation sur votre prise secteur. Ensuite, nous avons la puissance utile, appelée PU. Ici, c'est la puissance donnée par votre alimentation à vos composants. Et pour finir, les pertes, qui ne sont ni plus ni moins que les watts perdus sous forme de chaleur. Voyons rapidement ça en schéma. Une alimentation de 1000 watts donne donc 1000 watts à votre PC. Si elle possède 90% de rendement, elle perd donc 10% sous forme de chaleur. Et pour calculer sa puissance consommée, on fait PU plus perte égale PA, ce qui nous donne donc 1000 watts délivrés plus 10% de perte égale 1100 watts de consommation. Certains vont se demander comment être sûr qu'une alimentation avec une puissance annoncée, c'est bien PU, soit la puissance utile, et non PA, soit la puissance absorbée. Parce que ça se trouve, c'est toi qui te plantes. Eh bien, il suffit juste de lire et une simple équation suffit. Watt égale voltage fois ampérage. Petit exemple. Ici, nous avons une alimentation EVGA de 600 watts. Ici, on prend donc 12 volts x 50 ampères et on obtient bien 600 watts de puissance en 12 volts. Notre alimentation de 600 watts nous envoie donc bien 600 watts. Même exemple avec une alimentation Corsair de 1000 watts. On prend 12 volts x 83,3 ampères égale 999,6 watts, soit quasiment 1000 watts. Et là encore, on a bien 1000 watts de pêche. La valeur donnée par les alimentations représente bien PU, soit la puissance utile. Maintenant, comment savoir combien elle consomme réellement pour enfin connaître la fameuse puissance absorbée, soit PA? On peut pas.
Du moins sans avoir toutes les données ou un appareil, en l'occurrence un wattmètre. Bon, heureusement, j'ai un exemple pour vous. Nous voyons ici que notre alimentation a une puissance utile, soit PU, de 750 watts. Pour savoir combien elle consomme réellement, eh bien nous avons besoin d'une petite formule mathématique. P égale V fois A fois PF égale watt. Ce qui nous donne donc 115 volts, puisqu'ici ils disent qu'ils ont effectué les tests à 115 volts, fois 7,91 ampères, fois 0,99, qui est le facteur de puissance. Bon, on ne va pas rentrer plus dans les détails, c'est déjà suffisamment compliqué comme ça. Ce qui nous donne donc 115 fois 7,91 fois 0,99, 900 watts. On voit qu'ils ont trouvé 898,50. Pourquoi? Eh bien, plus haut, ils stipulaient qu'il y avait environ une marge d'erreur, qui était d'environ 1%. Bon, dans notre calcul, la marge d'erreur est de 0,2%. Tout ça peut être légèrement compliqué à comprendre. Ici, ce qu'il faut surtout comprendre, c'est que les constructeurs d'alimentation donnent la valeur que fournissent leur alimentation à votre PC, pas la puissance réelle de l'alimentation. Du coup, l'alimentation consomme plus parce qu'elle est plus puissante à la base. Ce qu'il faut comprendre, c'est que aussi, on ne perd pas de puissance. Une alimentation de 600 watts va toujours te cracher 600 watts à la tronche. Ça va pas te cracher 550 watts ou 540 ou 520. Non, parce que la plupart des gens, en fait, prennent la puissance utile pour la puissance absorbée. Et du coup, bah forcément, ça pose problème. Bon, et le rendement dans tout ça, c'est quoi alors? Eh bien, le rendement, c'est tout simplement la capacité d'une alimentation à vous restituer le courant, ou du moins les watts, avec une plus ou moins grande contrepartie. La contrepartie en question, c'est la perte d'énergie. Par exemple, une alimentation de 1000 watts va vous délivrer donc 1000 watts de puissance, mais consommera plus de 1000 watts. Et pour calculer le rendement, il faut encore appliquer une petite équation. Bah oui, de toute façon, il n'y a que ça. Hein. Donc c'est PU divisé par PA fois 100. En clair, la puissance annoncée divisée par la puissance réelle fois 100. Parce que oui, on veut un pourcentage, donc c'est une base 100. Il nous faut donc multiplier le résultat par 100. Ce qui nous donne donc 754,41 watts divisé par 898,50 fois 100, ce qui nous donne donc 83,96% de rendement. L'alimentation en question aura donc une perte d'énergie de 16,04%. Si on reprend le calcul de tout à l'heure, soit PU plus perte égale PA, nous avons donc 750 watts plus 16% de perte égale 870 watts. Ici le calcul est grossier, mais ça permet d'avoir environ la puissance réelle consommée. Pour avoir des calculs plus exacts, il faudrait donc reprendre l'équation d'avant, soit P égale V fois A fois PF. 115 fois machin égale... Et on tombe bien sur 900 watts. Seulement, eh bien, comme dit avant, 100 wattmètres, on n'est pas censé avoir les valeurs exactes. On va donc se contenter d'ajouter un simple pourcentage de rendement à notre puissance utile de base, pour connaître approximativement la valeur consommée. La certification s'appelle le 80+. Elle certifie à une alimentation d'avoir un rendement de 80% au minimum, et donc d'avoir au maximum 20% de perte sous forme de chaleur. Il existe plusieurs niveaux de certification, 6 pour être exact. La certification 80+ standard, aussi appelée white, 80+ bronze, 80+ silver, 80+ gold, 80+ platinum et 80+ titanium. Plus la certification est élevée, meilleur est le rendement. Voici un exemple. Prenons une alimentation 1000 watts 80+ standard et une alimentation de 1000 watts 80+ titanium et faisons une petite comparaison. Une alimentation de 1000 watts 80+ standard consommera donc 1000 watts plus 20% de perte, soit environ 1200 watts. Et une alimentation 80+ titanium consommera 1000 watts plus 4% de perte, soit 1040 watts. N'oubliez pas, comme dit un petit peu avant, ce calcul n'est pas totalement exact, il sert juste d'approximation. Pour faire encore plus simple, plus une alimentation a une certification élevée, au moins elle gaspillera d'énergie, et donc forcément votre argent au passage. Et là vous allez me demander, mais bon, c'est quoi les autres pourcentages? C'est tout aussi simple. Prenons la première ligne du tableau, soit le 80+ standard. Une alimentation 80+ standard aura donc un rendement de 82% à 20% de son utilisation maximum, 85% de rendement à 50% de son utilisation maximum, et 82% de rendement à 100% de son utilisation maximum. Ici, ce qu'il faut comprendre, c'est que si votre alimentation ne travaille qu'à 20% de sa capacité, elle consommera plus. Si elle travaille à 100% de sa capacité, elle consommera plus aussi. Votre alimentation en fonctionnement sera plus efficace aux alentours de 50 à 60% de sa capacité. Et donc, vous l'aurez compris, plus une alimentation possède un rendement élevé, moins vous aurez de consommation énergétique supplémentaire. Maintenant, sur le papier, si vos composants demandent donc 500 watts, vous devriez prendre une alimentation de 1000 watts, si vous voulez rester dans ce rendement optimal de 50%.
Sauf que non. Non, non, non. Ça sert à rien. On s'en fout même. Vous n'allez perdre que 3 à 4% de rendement. Et je vais même aller plus loin en vous disant que peu importe la puissance que vous allez prendre, eh ben, vous allez perdre du rendement à un moment donné. Reprenons l'exemple du 80 plus standard sur une alimentation de 1000 watts. Bon. On va dire que vos composants à plein régime, disons du coup que vous jouez et il demande pile 500 watts, vous êtes donc à 50% de la charge maximum, soit 85% de rendement. Ce qui est parfait. Voilà. Donc là, c'est bon. Vous arrêtez de jouer. Bah, du coup, maintenant, vos composants ne demandent que 250 watts. Et vous n'êtes plus qu'à 25% de la puissance maximum. Bah, du coup, soit 82% de rendement. Vous venez donc de perdre du rendement. Vous décidez de changer plusieurs composants, ou de faire un petit overclocking de la mort. Et bien maintenant, votre PC vous demande 750 watts. Vous êtes donc à 75% de la charge maximale, soit 82% de rendement. Vous venez encore perdre du rendement. Pas de mystère, hein. Le point le plus important ici dans le choix de votre alimentation, c'est que vous ne devez pas dépasser 80% de la charge maximum de votre alimentation. Si vos composants demandent 300 watts par exemple, prenez une alimentation de 450 watts. Réservez-vous toujours 150 watts de marge de manœuvre. Ça évitera les surchauffes, vous pourrez potentiellement upgrader et vous aurez un rendement correct. Pour la certification, c'est selon votre budget, surtout combien vous souhaitez économiser sur le long terme. Toutefois, je recommande les alimentations certification 80 plus Gold, qui ont pour moi le meilleur ratio prix d'achat économie réalisée sur le long terme. Mais quelle puissance prendre? Bah ici c'est extrêmement simple. Vous avez deux façons de le faire. Et les deux sont simples. La première méthode est une méthode de feignant. Il vous suffit d'aller sur des calculateurs de puissance pour vous renseigner. Vous rentrez vos petites informations sur le site et il calcule tout ça tout seul. Seulement notez ici qu'ils prennent une marge de sécurité. Vous trouverez les liens dans la description. La deuxième technique repose sur des maths. Ah oui, bah oui, encore, de toute façon, la vie n'est que des maths, hein. Bon, là c'est très simple, hein, on ne part pas dans des équations de fou furieux. Prenez la consommation maximale de votre processeur et la consommation maximale de votre carte graphique. C'est bon? Ok, on passe au calcul. Processeur plus carte graphique x 2. En clair, 90 plus 120 x 2. Puissance minimum requise du coup, 470 watts. Dans ce cas-ci, eh bien, il y a même déjà une marge intégrée dans le calcul. Mais rajoutez-vous encore une marge. Donc pour 470 watts, prenez une 550 watts par exemple. Comme ça, vous aurez de la marge pour faire de l'overclocking, pour changer de composants, faire des upgrades, etc. Mieux vaut un petit peu trop de puissance que pas assez. N'oubliez pas, l'alimentation s'adapte à la puissance que vos composants demanderont. Mais à l'inverse, elle ne pourra pas créer d'énergie supplémentaire. Bon, là, ça va être ultra rapide. Il y a trois types d'alimentation. L'alimentation non modulaire, telle la plus basique des trois d'ailleurs, est souvent la moins chère. En gros, sur cette alimentation, vous aurez tous les câbles soudés dans l'alimentation. Vous ne pourrez donc pas enlever ou rajouter de câbles. Puis vient les alimentations semi-modulaires, qui elles ont des câbles de base que vous ne pourrez pas enlever, qui sont soudés à l'intérieur, et d'autres que vous pourrez enlever à votre guise. Et les alimentations modulaires, qui elles permettent de ne mettre que les câbles dont vous avez besoin. Tous les câbles peuvent être enlevés ou rajoutés. Laquelle choisir? Je vous recommande les alimentations semi-modulaires et les alimentations modulaires. L'avantage, c'est que votre boîtier sera propre et sans qu'il y ait des câbles qui traînent de partout. Et donc de garder quelque chose de propre. Et ce qui permettra aussi de ne pas pourrir l'airflow de votre boîtier. Parce que oui, quand tu mets des câbles de partout, ça te pourrit l'airflow du boîtier. En ce qui concerne les différents formats, il y a le format ATX, qui est le plus classique et qui entrera dans les boîtiers de format grande tour et moyenne tour. Pour ce qui est du reste, il existe les formats SFX, SFXL et TFX, et d'autres formats encore un petit peu plus spécifiques, pour les plus petits boîtiers. Si vous ne savez pas quel format d'alimentation prendre pour votre boîtier, n'hésitez pas à regarder les boîtiers sur les sites marchands. Dans les spécifications techniques, ils donnent le format adapté pour chaque boîtier. Du côté des marques de très bonne qualité, vous avez Seasonic, EVGA, Corsair, Be Quiet. Alors bon, autant dans certaines de mes vidéos, je vous dis d'y aller un petit peu au feeling en fonction de vos besoins. Bon, là pour le coup, vous devez prendre de la qualité. Et en fonction de vos besoins. Même si ça coûte cher. Prendre une alimentation hasardeuse parce qu'on n'a pas le budget, bah, c'est probablement la plus grosse bêtise que vous pourriez faire dans un ordinateur. Mauvaise alimentation aura de mauvais rendements.
bonjour la facture d'énergie. Des problèmes de stabilité, des problèmes de tension, hein, ce qui peut flinguer votre PC, parce qu'une surtension et ça suffit. Et si ça vous arrive, vous ne pourrez pas vous faire rembourser. Ça fait pas partie des clauses de garantie. Donc du coup, c'est quand même dommage de paumer une config parce qu'on a économisé 100 balles sur une alimentation en prenant une grosse daube chinoise à 30 balles. Non, je suis sérieux. N'essayez pas d'économiser sur ce composant. Ça peut prendre feu. Oui, oui. Une alimentation complètement daubée, ça peut prendre feu. Bon, ok. Toutes les alimentations peuvent prendre feu. Mais bon, vous aurez quand même plus de risques avec une alimentation qui parfois ne passe même pas les tests de sécurité. Hein, c'est comme tout. De plus, en cas de foudre, votre alimentation sert de fusible. Avec une mauvaise alimentation, c'est votre PC entier qui sert de fusible. Voilà, c'est au choix. Hein. De plus, si votre alimentation vous pète dans les mains dans 3 mois, niveau économie, on a vu mieux. Hein. Dites-vous qu'une alimentation de très bonne qualité est garantie 10 ans. Parfois 12 ans. 12 ans, alors oui, bon, 150 € à l'achat, mais 12 ans de garantie constructeur. 12 ans, c'est le service minimum. Même ta bagnole, elle n'est pas garantie 12 ans. Bref, je sais pas, mais prenez de la qualité, vous le regretterez pas. Voilà, je pense avoir fait le tour du sujet. Vous savez tout ce qu'il y a à savoir pour choisir votre alimentation. N'hésitez pas à aller voir dans la description, j'ai donné quelques modèles directement en fonction des puissances dont vous aurez besoin. N'hésitez pas non plus à vous abonner et activer les notifications si vous avez apprécié la vidéo. Vous pouvez mettre un like et laisser un commentaire, je les lis absolument tous. Et en attendant, restez connectés, mais prenez de la qualité.